Odile et Olivier Touche vivent près de Douai dans le Nord. Ils se rencontrent par le biais d'amis communs en 1995. C'est le coup de foudre. Ils s'installent ensemble dans cette maison et se marient en 2000. Leur fille, Flora, naît quelques mois plus tard. Mais peu à peu, le couple se délite. Olivier perd son travail dans une usine de compresseurs, dépense en quelques mois les 42 000 € de sa prime de licenciement. Il accumule les dettes. Odile, désemparée, va voir son père pour lui demander conseil. Alors, elle est venue me voir, elle me dit « Qu'est-ce que je fais, papa ?» Je lui dis « Écoute, ma fille, la meilleure des solutions, c'est de demander le divorce. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas vivre une vie comme ça éternellement avec lui. Hein? Ou alors, il faut vraiment qu'il change. Mais il n'est pas prédestiné à changer. » Odile entame donc une procédure de divorce. Et Olivier part vivre dans un petit appartement à Douai. Les rapports entre eux restent cordiaux, mais le 24 mai 2007, tout bascule et Olivier tue sa femme. Douai, le 22 mai 2009. Le procès d'Olivier s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises. Il est poursuivi pour avoir étranglé et violé son épouse. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Rien ne laissait présager un tel drame. Et les proches d'Olivier ne comprennent toujours pas comment un homme aussi calme a pu commettre un tel acte. C'est mon garçon, c'est vrai, mais on ne peut pas, je ne vais pas dire pardonner, parce que bon, un jour ou l'autre, je serais bien obligée de faire une croix, mais j'arrive pas à expliquer son geste. J'attends de savoir pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce que c'est qui l'a poussé à faire une chose pareille? Un gars comme lui, qu'est-ce que c'est qui a pu pousser quelqu'un comme ça à devenir comme ça d'un seul coup, à tuer quelqu'un? La famille d'Odile, quant à elle, attend une sanction particulièrement sévère. Qu'il prenne le maximum, c'est mon plus grand souhait. Parce que, vous savez, pour avoir fait ce qu'il a fait, faut être méchant, très méchant. Faut rien avoir dans la tête. Qui paye en conséquence de ce qu'il a fait. Oui. Voilà, qu'il ait vraiment le maximum, quoi. Parce que lui, un jour, il sera dehors et ma sœur, elle sortira plus, elle. Il est 9h. La cour fait son entrée, suivie d'Olivier. Pourquoi cet homme sans histoire a-t-il commis un tel acte? Que s'est-il passé entre Odile et lui pour que leur dernière rencontre tourne aussi mal? Le 24 mai 2007, vers 2h du matin, Olivier arrive à Rosevarandin, où vit son épouse. Il n'a plus de voiture et fait donc le trajet à pied, plus de 6 km, depuis son petit studio de Douai. La jeune femme est absente puisqu'elle travaille de nuit, mais Olivier sait qu'Odile laisse toujours la fenêtre de sa chambre ouverte à l'arrière de la maison. Il enjambe le grillage et rentre dans la maison. Et il est passé par la fenêtre, hein, par la fenêtre de chambre. Oui. Parce qu'elle laissait sa fenêtre ouverte un petit peu comme ça, puis elle baissait le volet. Et il a passé par là. Il va accéder à un endroit qu'il connaît assez bien, il connaît les combles de cette maison et il va se cacher, il va observer tout ce qui se passe, il va regarder les faits et gestes de son épouse, puisqu'elle est toujours considérée comme son épouse. Olivier reste caché dans le grenier au-dessus du garage pendant plus de 18 heures. Il attend que sa femme se retrouve seule dans la maison. Elle travaille tôt le lendemain matin, donc elle a emmené sa fille chez ses parents pour que, effectivement, elle puisse aller travailler très tôt le lendemain matin. Donc il attend que l'enfant soit parti, qu'elle soit seule pour descendre. Tout cela en ayant préparé des vivres, de l'eau, des biscuits pour attendre sereinement. Il attend effectivement qu'elle soit déshabillée, qu'elle sorte de sa douche. C'est à ce moment-là qu'Olivier révèle sa présence. Il parle à sa femme de ses soucis d'argent, de ses craintes pour son avenir. La conversation tourne mal, Odile s'emporte, elle le gifle, il lui saute dessus, l'étrangle et la viole. Il va chercher une corde pour terminer son œuvre au fond du garage. Il revient, il l'étrangle avec cette fameuse corde. Il se douche tout à fait tranquillement. Il emmène ses petites affaires et il maquille tout cela en cambriolage en emmenant avec lui des effets personnels d'Odile. Pour éviter d'être vu, Olivier part ensuite avec la voiture de sa femme.
après avoir soigneusement nettoyé les lieux pour effacer les traces de son passage. Il repart vers Douai et laisse la voiture d'Odile à proximité de la gare. Il regroupe ensuite dans un sac la corde qu'il a utilisée pour l'étrangler, son téléphone portable, et les jette avant de rentrer chez lui. Le lendemain, Odile ne vient pas chercher sa fille, ses parents s'inquiètent. Comme elle n'était pas rentrée à 13h30, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon vélo premièrement. J'ai dit, va un peu voir si sa voiture est devant sa maison. Elle va voir, elle me dit non, il n'y a pas de voiture. Bah, je dis c'est bizarre, c'est qu'elle n'est pas rentrée. Alors là, j'ai téléphoné à son travail et Odile n'a pas répondu. Alors on s'est regardé un de ma femme, je dis qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Et je dis sa voiture n'est pas là, elle ne s'est pas présentée à son travail. Je dis à tous les coups, elle a un malaise. Très inquiets, les parents d'Odile se rendent immédiatement chez elle. Alors j'ai ouvert la porte d'entrée. Bien sûr, je me suis retrouvé dans la pénombre. Et alors, quand j'ai arrivé dans la chambre, j'ai vu ma fille couchée sur le côté. J'ai crié son nom, Odile, Odile. J'ai cru qu'elle dormait au départ. Odile, j'ai crié. Et puis alors, quand je l'ai remuée, j'ai senti qu'elle était froide et toute raide, quoi. Les proches d'Odile sont anéantis. Vous savez, on pense toujours que ça arrive aux autres. Hein. Ouais. Quand ça nous tombe dessus, C'est vrai, je peux ça. vous dire que ça démolit une famille. Moi, c'était le choc. Encore aujourd'hui. Pendant ce temps, la police judiciaire de Lille cherche des indices sur l'auteur du crime. La maison est passée au crible pour retrouver des empreintes ou des traces ADN. En vain. La famille d'Odile pourtant soupçonne très vite Olivier. Tout de suite, j'ai pensé à lui. Tout de suite. Ah oui. Le 5 juin au soir, Olivier est entendu à l'hôtel de police de Douai. Pendant plusieurs heures, il tient bon face aux questions des enquêteurs. Mais des incohérences dans son emploi du temps éveillent les soupçons. Il est placé en garde à vue. Le lendemain, il avoue avoir étranglé et violé sa femme. Il est mis en examen. Retour à la cour d'assises de Douai. Premier jour du procès. Aujourd'hui, les faits sont évoqués de façon détaillée. Dans la matinée, les enquêteurs décrivent l'état d'Odile au moment où ils l'ont découverte et projettent des photos de son corps sans vie. Ce qu'il avait fait, je l'avais jamais vu. C'est quand même assez éprouvant, on va dire. Je m'en avais parlé, mais voir les photos, c'est autre chose. On ne peut pas imaginer que son garçon puisse faire des choses pareilles. La mère d'Olivier s'effondre devant la violence des actes commis par son fils. J'arrive pas à comprendre, même encore maintenant, j'arrive pas à comprendre qu'il ait pu faire ça. J'arrive pas du tout à comprendre. C'est pas sa nature. On dirait que c'est un autre garçon. J'ai devant moi, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Je comprends pas qu'on peut avoir deux personnes sans soi. Je comprends. C'est dur parce qu'on a vu les photos. On a vu les photos horribles. Je voulais le regarder pour pas laisser le souvenir seul à mes parents, quoi, en fait. Je voulais pas qu'ils soient les seuls à avoir cette image en tête. Mais ça a été vraiment horrible, je m'attendais pas à ça. Et là, encore tout à l'heure, c'était... c'est à la limite de l'insupportable, quoi. Et vraiment, j'espère qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Parce que c'est... Rien mérite un acte comme ça. Rien. Ça, c'est quelque chose que je pardonnerai jamais. Mais jamais. Dans l'après-midi, Olivier est longuement questionné sur le déroulement de la nuit du drame. Mais il ne donne aucune explication. « J'ai agi dans l'inconscience. Je ne me souviens pas », répète-t-il inlassablement à chaque question. La cour cherche alors à comprendre la personnalité d'Olivier. Mais les témoins cités par son avocat essayent surtout de salir Odile, de faire croire qu'elle était une femme légère.
La tension entre les deux familles est à son comble. Ça passait pas trop avec moi parce que c'était une fille qui allait quand même à droite, à gauche. Elle draguait mon mari, mon père l'a déjà vu en petite culotte. Moi, personnellement, mon beau-père, il m'a jamais vu en petite culotte. C'était vraiment la fille... C'était une journée où on pouvait parler de lui, où on pouvait parler de l'absence de son père, où on pouvait essayer de réfléchir à ses difficultés de construction. Il a préféré utiliser ce temps pour dire du mal d'une femme sans jamais amener aucun élément concret. On vomit pas, on dit la vérité. Elle est peut-être dérangeante, mais je vois pas en quoi c'est dérangeant de le dire. Il sera sanctionné parce qu'il a tué et peut-être violé sa femme, mais on a le droit aussi de dire comment était sa femme. Si on ne sait pas ce qu'était sa femme, on ne peut pas aussi comprendre comment il a agi. Ma soeur, c'était quelqu'un de très gentil, de très serviable. Elle avait le cœur sur la main. Elle aurait donné sa chemise à n'importe qui. Elle ouvrait sa porte à n'importe qui. Et c'est cette image-là qu'il faut laisser transparaître et non pas tout ce ramassis de gens, de choses qu'on dit sur elle, alors que ça ne reflète pas sa personnalité, ça ne la reflète pas du tout. Reprise des débats. Alors que tous les proches sont dans un état de stress intense, Edwige, la sœur d'Olivier, explique à la barre qu'elle comprend le geste de son frère. Je comprends ce qu'il a fait parce que, il aimait tellement Odile qu'il en est venu à ça, quoi. Parce que je sais, est-ce qu'il a fait ça pour la garder pour lui tout seul, je sais pas, mais je comprends ce qu'il a fait. J'ai trouvé la sœur ignoble dans ses propos. Quand elle a dit qu'elle comprenait le geste de son frère et qu'elle le maintenait, qu'elle soutenait ce qu'elle disait, ça je comprends pas. D'ailleurs le procureur général l'a dit, en je ne sais combien de procès, c'était la première fois qu'il attendait une chose pareille. L'accusé, et peut-être tant mieux pour lui, est aimé des siens, et quand on aime parfois très mal. C'est ce que semble faire sa famille aujourd'hui. Une première journée éprouvante pour tous les proches. Aurélie, la meilleure amie d'Odile, est marquée par ce qu'elle vient de voir et d'entendre. Le soir, elle se replonge dans les coupures de presse consacrées à la jeune femme. Pour elle, Odile n'était pas une femme légère. Elle était seulement heureuse de vivre. Elle aimait bien s'amuser, mais en restant correcte, je veux dire, c'est pas, je l'ai jamais vue personnellement sous. Elle était... Elle aimait bien la vie, elle aimait bien s'amuser. C'était une personne importante, je la voyais tout le temps, comme une grande sœur que j'ai jamais eue en fait, vu que j'ai que des grands frères. Elle sera tout le temps dans mon cœur. Aurélie avait fêté l'anniversaire d'Odile 2 semaines avant le drame. Je lui avais envoyé des messages pour son anniversaire et justement 15 jours avant, j'avais été lui ramener son cadeau d'anniversaire. Aurélie est aussi très proche de Flora, la fille d'Odile. Puis il y a la petite. La petite, il faut penser à elle aussi. Je suis sa marraine. Donc il y aura quand même tout le temps Alia qui va nous lier. Elle ressemble à sa maman. Une belle petite fille. Comme sa maman. 2e jour du procès. Aujourd'hui, la cour va essayer de comprendre le mobile d'Olivier. S'agit-il d'un crime passionnel ? Devant le silence de l'accusé, avocats et magistrats débattent seuls. Leurs thèses sont radicalement opposées. Il a détruit sa femme pour se détruire lui-même. Donc on est dans le crime passionnel. On est très loin du crime passionnel. On est très loin de la situation d'un homme qui, sous une pulsion, commet un viol qui se termine tragiquement. C'est pas ça le dossier. Autre point essentiel, la préméditation. Si elle est retenue, la peine sera beaucoup plus lourde. Il est resté quand même caché plus d'une quinzaine d'heures dans le grenier. Il n'a pas eu une once de lucidité pour dire je m'apprête à faire quoi. Non, mais il a quand même passé à l'acte. Je veux dire, quand on vient parler à une personne de sa situation financière, on téléphone. On dit je passe tel jour à telle heure, mais on ne se cache pas en faisant l'effet de surprise pour que ça finisse en viol et en étranglement, quoi. Le fait d'attendre le moment où il va être seul à 21h15 le lendemain soir, il est à la veille, lui, 20 heures d'attente, ça traduit bien évidemment une préméditation. S'il n'y a pas de préméditation dans cette affaire-là, il n'y en aura nulle part. Un point de vue que ne partage absolument pas l'avocat de l'accusé. Depuis le
le début, il conteste la préméditation. Il dit qu'il est venu pour se remettre avec elle. Donc il n'avait absolument pas l'intention de la tuer. C'est le scénario complètement contraire. Et il a agi par coup de folie. À l'issue de cette deuxième journée qui aurait dû apporter beaucoup de réponses, les proches de l'accusé repartent avec leurs doutes et leurs interrogations. Pour quelle raison il est allé chez lui à 3h du matin, se cacher, rester toute la journée caché dans la maison, pour après discuter? Qu'est-ce que lui a dit pour qu'il la tienne par les épaules, qu'il la secoue? Qu'est-ce qu'il y a fait pour qu'elle lui donne une gifle? Sur quel point il n'était pas d'accord? Pourquoi voilà, c'est ce mot, pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui a déclenché tout ça? La mère d'Olivier a essayé d'obtenir des réponses de son fils lors de ses visites en prison. Il m'a dit oui, j'ai pété un plomb, il dit, je me suis énervée, elle voulait me prendre ma petite, je me suis énervée, et puis après, ça a été le trou noir, j'ai pas arrivé à me contrôler. Je dis, tu te rends compte de ce que tu as fait? Il m'a dit, oui, c'est vrai, j'ai fait une connerie, j'ai merdé. Je dis, une connerie, mais je dis, tu te rends compte? Je dis, t'as bousillé ta femme, je dis, t'as bousillé ta fille, t'as bousillé les familles, hein, parce que de l'autre côté, ils ont perdu une fille, mais nous, de notre côté, on a le même chagrin. Même si t'es encore là, on a le même chagrin. Je dis, tu te rends compte? Je dis, moi, je ne sais pas sortir parce que je ne veux pas rencontrer les voisins. J'ai peur qu'on me juge comme toi. Mais il dit, toi, tu y es pour rien, maman. Je dis, oui, j'y suis pour rien, mais je suis ta mère quand même. Je suis ta mère, je suis la mère d'un criminel. Dernier jour du procès. La famille de l'accusé est bouleversée. Son avocat vient de révéler à l'audience que peu de temps avant le drame, il avait laissé une lettre d'adieu à sa fille. Olivier avait sombré dans une grave dépression et voulait se donner la mort. Je viens d'apprendre qu'il avait écrit à sa fille avant, qu'il avait décidé de suicide, je ne le savais pas. Quand il dit qu'il aurait mieux fait de se suicider plutôt d'en arriver là, mon cœur, c'est vrai que c'est tant mieux qu'il ne l'ait pas fait, mais peut-être que ça aurait mieux valu pour tout le monde, c'est vrai. Il a vraiment été sincère, je pense que ça aurait été mieux, aussi bien pour tout le monde, pour tout ce qui se passe maintenant. C'est dramatique pour moi, mais... C'est maintenant l'heure du réquisitoire de l'avocat général. Il s'adresse à Olivier. Vous me faites peur, monsieur, parce que vous êtes celui que l'on peut croiser dans la rue. Il requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Je requiers la perpétuité dans des affaires qui sont des affaires très très graves, parce qu'on tombe sur des auteurs pour lesquels je ne trouve pas de circonstances atténuantes, des crimes particulièrement odieux. Celui-ci, à mon avis, en fait largement partie. Par rapport à la peine, lui, dans son esprit, il est déjà à 25 ans. Alors, le maximum, c'est 30 ans, il est à 25 ans. Moi, je lui ai dit que je serais satisfait si on est entre 10 et 15. Donc, maintenant, on va voir. Les jurés se retirent pour délibérer. Une douloureuse attente commence pour les deux familles. J'attends qu'il soit puni, sévèrement puni. Parce que lui, il va sortir. Il sortira un jour. Il ira respirer l'air libre dehors. Moi, maintenant, ma sœur, si je veux la voir, il faut que j'aille au cimetière avec sa petite fille. Et elle sortira plus, jamais. Après 3 heures de délibération, l'huissier ouvre enfin les portes. Dans la salle, l'attente continue encore de longues minutes. La cour entre enfin. À la première question, Olivier Touche est-il coupable d'avoir à Rovarandin, dans la nuit du 24 au 25 mai 2007, volontairement donné la mort à Odile Paulet? La Cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. À la deuxième question, Olivier Touche a-t-il agi avec préméditation? La Cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. Donc la Cour et le jury, à la majorité absolue, vous condamnent
M. Touche, à la peine de 25 années de réclusion criminelle. Je t'aime. Voulez-vous que je vous dise? Et il paye pour ce qu'il a fait, c'est, je vais pas dire normal, parce que bon, moi je suis une maman, mais c'est logique, quoi. De toute façon, il savait, hein, il disait lui-même, il faut que je paye pour ce que j'ai fait. C'est un gros poids, quoi, qui... Maintenant, on verra si on arrive un peu à faire notre deuil et puis à reprendre une vie normale. On verra. 25 ans, c'est déjà une bonne chose. Je ne pense pas que je le verrai sortir, puisqu'à mon âge, je le souhaite pas toujours. Ne souhaitons pas qu'il sorte avant que je ne sois mort. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. La petite Flora a maintenant 9 ans. Elle vit chez la sœur de sa maman, qui l'élève comme sa propre fille.